L'antisémitisme, c'est un mal absolu qui ronge la société depuis des siècles, peut-être même depuis des millénaires. Et si on n'y prend pas garde, si on le laisse exister, si on continue de le laisser croître, alors on est face à des dangers irrémédiables. C'est une maladie violente, l'antisémitisme. Et quand on s'engage, quand on croit aux choses, quand on veut vivre ensemble, on ne peut pas ne pas le faire sans lutter sans cesse contre l'antisémitisme. On se souvient ce qui s'est passé ici. Ici, il y a eu une des plus grandes opérations de l'Allemagne nazie, aidée par les collaborationnistes d'ailleurs, aidée par la police française. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été arrachées à leur foyer. Il y a eu des centaines de personnes qui sont parties vers les camps d'extermination. Et c'est une partie de l'histoire de France qui n'a pas été mise en avant comme elle aurait dû l'être. Et ce matin, c'est chose faite. Pour les 80 ans de la rafle, c'est chose faite. C'est ce qu'on a fait devant la mairie, c'est ce qu'on va faire à l'Opéra. Pour se souvenir toujours, et tant que je serai là, je ferai en sorte qu'on se souvienne toujours. Je souhaite qu'on mette dans l'espace public le nom de celles et ceux qui ont été raflés, déportés et qui sont morts dans les camps de concentration. Parce qu'on aura un souvenir vivant, permanent. On se rappellera toujours de celles et ceux qui ont été détruits par la barbarie nazie. Nous recevons aujourd'hui Pierre Robin, conseiller d'arrondissement délégué aux finances et conseiller municipal Les Républicains des 9e et 10e arrondissements, c'est-à-dire le 5e secteur. Pierre Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Dax. Je précise aussi que vous êtes directeur général de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Vous êtes élu au Conseil national des Républicains. Quel a été votre parcours jusqu'à présent ? Mon parcours, depuis la fin de mes études, c'est une vingtaine d'années dans le service public, en fait, de celui de la sécurité sociale, en l'occurrence. Et donc, récemment, en 2020, mon engagement politique a débuté, en fait, par un premier mandat, qui pour moi est une forme de continuité de mon métier. Enfin, voilà, j'aime la chose publique, j'aime être utile, j'aime défendre l'intérêt général. Et donc, la politique... Et ce premier mandat, c'était pour moi le moyen de poursuivre mon action d'une autre façon. Voilà, donc je découvre, même si je la connaissais un petit peu, la vie politique depuis 2020. Et voilà, donc j'ai découvert des choses agréables, d'autres moins, mais c'est dans l'opposition, évidemment, on a moins d'influence sur les choses que dans la majorité. Mais c'est pour moi, en tout cas, je vais dire un sacerdoce presque, le service public et l'intérêt général. Et vous êtes aussi président d'opposition de la nouvelle commission des finances. Oui, la majorité municipale a souhaité confier à l'opposition, comme ça se fait ailleurs, à Paris par exemple, la présidence de cette commission pour, disent-ils, un exercice plus démocratique du pouvoir. Bon, hélas, ça reste assez honorifique, je dois vous le dire. Les questions que je pose, on m'y répond pas très souvent. Les chiffres que je demande, on me les donne pas trop. Voilà, donc c'est un petit peu agaçant, voilà, de faire croire qu'on veut faire de la démocratie, mais en fait de tout faire pour cacher les choses et éviter qu'un débat démocratique factuel ait lieu. Voilà, donc oui, je suis président, mais ça me rapporte rien et ça sert pas à grand chose de plus que si j'étais simple conseiller municipal. Hélas, et je le regrette. C'est très différent à Paris, par exemple, où mon homologue Marie-Claire Carrère-Gé a les moyens d'agir, de proposer, de contredire. Voilà. La municipalité marseillaise n'a pas la même approche de la démocratie, c'est regrettable. C'est dommage, en effet. Malgré votre opposition à l'encadrement des loyers, celui-ci a été adopté sans que l'on connaisse encore les modalités précises. En période de crise financière, énergétique et du logement, cette loi n'est-elle pas indispensable ? Ah, il y a des avis très tranchés sur l'encadrement des loyers. Moi, je fais effectivement partie de ceux qui pensent que c'est une fausse bonne idée. Je ne pense pas que ça soit réellement une solution. Je crois plus dans la construction de logements, dans l'aménagement du territoire, dans l'équilibre au sein de la métropole. Voilà, donc oui, effectivement, la gauche a souhaité mettre en place cet encadrement. La métropole a fini par accepter. Alors, il y a encore des petites incertitudes juridiques, donc la balle est dans le camp du ministère en ce moment. Puis c'est un processus assez long qui va prendre du temps. Voilà, donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée puisque ça va pas résoudre les problèmes. Je pense qu'au contraire... ceux qui possèdent des logements vont soit les mettre dans des meublés touristiques ou peut-être vont les vendre et pas forcément à ceux qui ont besoin de loyer aujourd'hui et qui ne peuvent pas s'acheter un logement. Voilà, donc gérer la pénurie de logements en tentant d'encadrer les prix, voilà, c'est pas ma conception, j'allais dire, politique des choses. Donc, ils souhaitent l'expérimenter grand bien leur face.
Je ne pense pas qu'à Paris, ça ait très bien fonctionné, que les loyers soient maîtrisés, que tous les Parisiens modestes puissent se loger facilement. Voilà, donc bon, c'est un totem politique. Je pense que ce n'est pas une mesure pragmatique et efficace d'un point de vue concret. Voilà, donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Ce n'est pas les grands mots, la politique ou les grands concepts. Voilà. Et donc je pense que cette idée n'est pas pertinente et que beaucoup en reviennent. J'entends bien ce que vous dites. La ville peine à délivrer des permis de construire, ce qui conduirait à la hausse des loyers. Les élus de la majorité et de l'opposition s'affrontent toujours au sujet de la construction de logements. Selon le maire, le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole serait un frein à la construction, alors que Laure Agnès Caradec lui rétorque que son contenu a été co-travaillé. Mais au final, ce sont bien les Marseillais qui vont en faire les frais. Oui, enfin, disons qu'il y a un grand écart là aussi entre les paroles de la majorité et les actes. Disons qu'ils sont pris dans leur quadrature du cercle, en fait, puisqu'ils ont promis stop au béton, on arrête de construire, la majorité précédente a fait n'importe quoi, etc. Donc ce qu'on constate effectivement, c'est factuel, c'est une diminution qui a été forte, qui continue du nombre de permis de construire délivrés, donc par rapport au passé, mais également par rapport au projet de ce que dit la mairie de Marseille. Donc ils évoquent des chiffres en matière d'objectifs de logement qu'ils ne tiennent pas par leur non-décision. Voilà, donc ils sont pris entre leur promesse électorale et puis le pragmatisme. Quand on gère, je reviens à ça, c'est très bien de faire des promesses, de dire qu'on ne construira pas, mais le logement, il y en a besoin. Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on ne construise plus à Marseille. Voilà, donc il y a de la réhabilitation à faire, il y a des choses avant de reconstruire ou de reminéraliser, il y a des choses à faire. Mais en tout cas, voilà, il y a un grand écart entre le discours de la majorité. On ne peut pas dire tout et son contraire, en fait. Voilà, donc que veulent les élus de la majorité municipale? Est-ce qu'ils veulent construire et trouver des logements pour les Marseillais, comme ils le disent, ou est-ce qu'ils veulent préserver, ne plus construire et arrêter de construire, en fait? Voilà, donc les injonctions paradoxales et les diversités de discours et d'approches sont étalées au grand jour, en fait. Voilà, donc après, évidemment, c'est plus facile de dire c'est la faute de la métropole, c'est la faute. Bon, voilà, c'est pas la réalité. Il y a une difficulté à accepter qu'il faut construire et à trouver des solutions pour le faire dans des bons endroits et dans de bonnes conditions. Il y a aussi les impôts. Et pour pallier à la baisse des dotations, la plupart des communes ont augmenté la taxe foncière. Et c'était d'ailleurs le cas de la majorité municipale de Jean-Claude Gaudin. Vous n'étiez pas d'accord. Comment faire alors pour financer la hausse des dépenses? Alors, soyons précis. Donc, effectivement, nous avons contesté une hausse massive, brutale, injustifiée de taxes foncières. Voilà, donc je l'ai d'ailleurs attaqué au tribunal administratif. L'affaire est toujours pendante et j'espère, j'ai bon espoir qu'on puisse empêcher ce vote qui en plus n'a pas respecté les textes et l'esprit de la démocratie. Donc voilà, de dire toutes les communes, toutes les collectivités, effectivement, doivent faire face à des augmentations de dépenses. Donc ça ne nous choque pas qu'on puisse toucher à la fiscalité. Bon, voilà, on n'a pas un dogme absolu de dire qu'il ne faudrait absolument pas augmenter la taxe foncière. Là, ce qui a été fait, c'est une augmentation de 5,5 points, ce qui est colossal en fait, alors même que les bases locatives, c'est un petit peu technique, mais augmentent aussi, donc font augmenter déjà le montant des taxes foncières et donc le montant payé par les Marseillais. Voilà, donc on est prêt à discuter en quantum. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? Nous, ce qu'on veut, c'est maîtriser la fiscalité. Voilà. Et il y a par ailleurs sans doute des économies aussi à faire. Et ça, c'est un mot qui est totalement absent du vocabulaire des élus de la majorité municipale. En fait, on a l'impression qu'on ne peut pas trouver d'économie dans le budget de plus d'1 milliard d'euros de la ville. Moi, je suis convaincu qu'on peut en trouver. On a fait des propositions. Voilà, donc c'est pas une allergie par principe à l'impôt. Enfin, l'impôt, il peut être utile quand il y a des dépenses publiques nécessaires, utiles. Mais là, manifestement, ce qui nous choque, c'est que l'augmentation d'impôts, elle s'est traduite par un désendettement de la ville. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire qu'on augmentait les impôts pour faire des dépenses publiques et pour investir, pour recruter, etc. Tout ça ne s'est pas produit. Et au final, il reste dans les caisses de la ville à la fin de l'année 2022 l'équivalent de la hausse des impôts que les Marseillais ont payé. Donc les Marseillais n'ont pas envie de payer des impôts pour pas avoir de dépenses publiques, de services publics en plus et d'amélioration du service public municipal. Voilà, donc c'est plus cette hausse massive et injustifiée qui nous a choqués que le principe même. Effectivement, beaucoup de collectivités augmentent la taxe foncière, mais aucune ne le fait dans des proportions telles que l'a fait la ville de Marseille l'année dernière.
C'est un sujet épineux. Concernant maintenant l'école, la politique de la majorité municipale est pour vous un échec. Pourtant, 270 millions d'euros ont été mobilisés en 2022 dans ce domaine. Que faire pour améliorer la situation ? Un échec, je ne dis pas que c'est un échec, je dis que là aussi qu'il y a un grand écart entre ce qui était promis, le yaka faucon, le vous allez voir ce que vous allez voir, et puis la réalité aujourd'hui que constatent les parents dans les écoles. C'est pas moi, conseiller municipal, qui le dit. Demandez aux parents si ça va mieux dans les cantines, demandez aux parents si ça va mieux sur l'absentéisme du personnel municipal, demandez aux parents si la promesse qui a été faite par le printemps marseillais de recruter une ATSEM par classe maternelle a été tenue. Non, tout ça n'a pas été fait, en fait. Voilà. Donc, effectivement, il y a un très grand écart, là aussi, entre ce qui a été promis, entre le discours politique, les 270 millions d'euros dont vous parlez, c'est pour faire masse, pour dire, vous voyez, on consacre beaucoup d'argent, mais c'était le cas avant, en fait. On additionne les salaires du personnel des écoles, tous les budgets de fonctionnement, etc. Donc ça, c'est tout ce que coûtent les écoles à Marseille. C'est pas de l'argent en plus qu'a mis la ville, en fait. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été faites qui sont positives, je ne vous dis pas le contraire, mais on est loin d'une réussite et surtout on est très très loin de ce qui avait été promis. On nous promettait une révolution, un changement, que la majorité précédente était des incapables et qu'ils allaient redresser tout ça. Je ne crois pas, interroger les Marseillais, je ne pense pas que ça soit leur ressenti aujourd'hui. Voilà. Et puis pareil sur le plan école, on allait reconstruire des écoles, une centaine dans le mandat, nous disait-on. Monsieur Payan dit lui-même que 3 seront livrés en 2023. Donc au rythme de 3 par an, si je calcule bien, il faudra une trentaine d'années. Voilà. Donc là aussi, je pense qu'on peut critiquer des choses, dire que les choses ont été mal faites ou qu'on aurait pu faire mieux, mais promettre des choses intenables et faire de la communication politique au lieu de l'action publique, voilà, c'est ça qui me déplaît. Et c'est ça qui, pour moi, fait que cette majorité est un échec, parce qu'elle a trop promis, elle n'est pas en capacité de faire ce qu'elle a promis. Et donc, ça va déboucher sur une insatisfaction des Marseillais, parce que y aura un gouffre, mais c'est plus un écart, un gouffre entre les promesses et les actes. Voilà. Alors, il y a beaucoup de communication, beaucoup de panneaux, beaucoup de mots très dynamiques pour nous faire croire que ça avance. Donc, il y a des choses qui avancent, mais pas au rythme qui avait été promis et pas au rythme où on pourrait aller s'il y avait réellement une vraie mobilisation et une vraie action de la majorité municipale dans le domaine des écoles. Eh bien, espérons que les parents puissent être entendus. La ville de Marseille va expérimenter les budgets participatifs avec 1,5 million d'euros, ce qui représente 500 000 euros par secteur. Cette décision va-t-elle dans le bon sens et qu'est-il prévu dans les 9e et 10e arrondissements ? Les budgets participatifs, ça illustre ce que je disais juste avant, en fait. Lors des 2 derniers conseils municipaux sur les votes des budgets, donc en 2021 et 2022, il y avait déjà cette même somme d'1,5 million d'euros qui était prévue. Et donc je disais, vous ne serez pas prêts, vous ne le ferez pas. Et donc on avait proposé à l'époque d'investir plutôt ce 1,5 million d'euros sur de la vidéosurveillance, parce qu'on pensait que c'était plus utile pour les Marseillais. Et donc on se moquait de nous en disant, mais bien sûr, la vidéosurveillance, n'importe quoi, bien sûr qu'on va faire les budgets participatifs. Je constate que ni en 2021, ni en 2022, alors que les budgets avaient été votés, ces budgets participatifs n'ont pas été mis en place. Donc là, on nous redit en 2023, ça y est, cette année, c'est la bonne, dans 3 secteurs, donc c'est ce que vous dites. Donc je ne crois pas, en tout cas, nous n'avons pas d'informations en ce sens que le 9e et 10e arrondissement soient concernés parmi ces 3 secteurs expérimentaux. Voilà. Alors après, moi je trouve très bien la participation citoyenne, elle existe déjà, il y a des échanges avec les associations, avec les CUQ, voilà, c'est pas une révolution de faire croire qu'on échange en proximité avec les citoyens. Donc écoutez, on verra ce qui est fait de cet argent, même la ville de Paris en revient de ces budgets participatifs, donc voilà, j'ai plus l'impression d'un gadget idéologique que de quelque chose qui va véritablement changer la vie des Marseillaises et des Marseillais, alors que si on avait mis 1,5 million d'euros pendant 3 ans, c'est-à-dire au total 4,5 millions d'euros sur de la vidéosurveillance, je peux vous garantir que pour la sécurité, pour les incivilités, ça aurait amélioré la situation et la vie des Marseillais. Voilà, donc écoutez, qu'ils fassent leur budget participatif en 2023, depuis 3 ans qu'ils le disent, ça serait bien qu'ils y arrivent enfin. Et puis après, écoutez, on passera à d'autres sujets plus importants pour la ville de Marseille. Pour ce qui est du plan Marseille en grand, le président de la République a présenté 32 mesures concernant, entre autres, les transports, la sécurité, l'emploi, l'hôpital. Ces projets permettront-ils à la ville d'évoluer favorablement ?
Oui, évidemment, Marseille en grand, c'est une bonne nouvelle pour Marseille, hein. Donc, des promesses avaient été faites sous des gouvernements précédents, celui de François Hollande notamment, qui n'ont jamais été tenus. C'est vrai que la ville de Marseille, et c'est la faute ni des uns ni des autres, accumule un certain nombre de retards, de handicaps qui compliquent l'exercice de l'action publique, en fait. Et donc, ce coup de booster, en quelque sorte, que ces milliards d'euros permettent, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Et donc, la métropole avec Martine Vassal, la ville avec Benoît Payan, a obtenu des choses du président de la République qui semble vouloir tenir et qui a tenu certains engagements pour Marseille. Et donc, évidemment, c'est un point positif. Voilà. Maintenant, il faut que cette manne financière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les écoles, elle se transforme réellement en avancée rapide pour les Marseillais. On voit dans le domaine des transports des choses concrètes, des travaux, des tramways, voilà. On verra bientôt, je l'espère, des écoles. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est que cet argent soit réellement consommé. Je précise simplement un petit point, tout n'a pas été donné à la ville de Marseille, que ce soit pour la ville ou la métropole. Il y a aussi des avances remboursables, donc c'est-à-dire que c'est des sommes qu'il faudra rembourser à l'État. Donc évidemment, c'est mieux que de l'emprunter dans des banques et ça coûte moins cher. Mais c'est bien, in fine, le contribuable marseillais ou métropolitain qui paiera ces travaux. Voilà, donc il y a une grande partie d'avances remboursables et une petite partie de 150 millions d'euros de crédits qui sont vraiment payés par l'État. Mais vous savez, l'État, c'est aussi le contribuable, hein, donc c'est aussi les contribuables de PACA et de France. Donc ça rééquilibre les choses, mais c'est aussi les contribuables qui paient cette somme. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, il tombe des caisses de l'État et les caisses de l'État, c'est nous. Voilà. Donc oui, c'est une bonne chose. Il faut s'en saisir. La métropole s'en saisit sur le sujet de la mobilité avec Martine Vassal. Le maire dit vouloir s'en saisir sur les écoles. Allez, allons-y. En effet. J'aborde maintenant un autre sujet préoccupant pour finir. Vous êtes opposé au réenfouissement des vestiges historiques de la Corderie et vous avez d'ailleurs regretté l'inaction de la mairie. Oui. Là aussi, vous vous rappelez M. Payan, Mme Camard, qui se précipitaient autour de la Corderie au moment de ce projet immobilier en disant le scandale que c'était, qu'il fallait préserver ce joyau, ces vestiges, voilà. Finalement, il y a un équilibre qui a été trouvé, l'immeuble a pu être construit, une partie a été sauvegardée, donc il fallait la garder précieusement, voilà. Et le constat que je fais, c'est que aujourd'hui, qui sont aux responsabilités, vous ne voyez plus M. Payan aller manifester, vous ne voyez plus M. Payan parler du sujet, Mme Camard pas davantage en fait, hein. Et pourtant ils sont en responsabilité depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, donc qu'ont-ils fait? Rien. Donc vous voyez, la promesse pendant la campagne électorale, oui, on va sauver les vestiges, on va sauver les vestiges. Et donc là, de manière un petit peu facile, c'est pas nous, c'est l'État, c'est la faute de l'État. Alors si c'est l'État, pourquoi critiquer à l'époque Jean-Claude Gaudin qui ne faisait rien? Voilà, donc c'est ces incohérences et cette politique politicienne en fait, voilà, qui parfois me dégoûte un petit peu et me fait dire que certains hommes politiques, heureusement pas tous, ne sont pas mus par la cohérence et par la sincérité dans ce qu'ils disent aux électeurs et dans ce qu'ils font ensuite en fait. Voilà. Et donc ça, j'aimerais qu'on l'évite. Et donc, effectivement, moi, je souhaiterais, il y a une partie de cette carrière qui a été préservée. Voilà, je souhaiterais qu'elle le soit, véritablement. Je ne suis pas un technicien. Certains disent que en la couvrant, on doit pouvoir arriver à des résultats, que si on l'enfouit, elle se détériorera encore plus. Je lisais encore récemment dans la presse des articles sur le sujet. Donc moi, je ne suis pas un expert technique, mais je veux leur faire confiance, en fait. Voilà. Et je veux surtout que la mairie soit cohérente avec ce qu'elle avait dit pendant la campagne électorale, en fait. Voilà. Et c'est pas des sommes très, très importantes de ce que je comprends. Et donc, je pense qu'on est tout à fait capable, à la ville de Marseille, avec le soutien d'autres collectivités, de débourser 1 ou 2 millions d'euros pour préserver ce site, en fait. Voilà, je pense que c'est utile. Et je pense que la majorité municipale serait bien inspirée d'être fidèle à ce qu'elle portait il y a encore quelques années en campagne électorale. Et oui, la situation est d'autant plus regrettable que Marseille n'a presque pas de vestiges archéologiques. Eh bien, merci beaucoup Pierre Robin pour cette interview. Merci.